Nous sommes toujours en direct sur Radio RBS 91.9 FM. Vous écoutez Sceptique, l'émission mensuelle qui pense et questionne notre société. Maintenant qu'on a rêvé, fantasmé et fantasmé encore plus, on revient au concret parce que le corps, lui, il ne ment pas, il ne coupe pas, il ne fait pas de jump cut, il ne met pas d'effets spéciaux, il fait ce qu'il peut et c'est déjà beaucoup. Jean-Christophe, Nicolas, on ouvre ensemble cette deuxième partie de Sceptique et on accueille un nouvel invité. Il court vite, très vite, demi-fondeur français, champion de France 2021, finaliste européen et athlète olympique au JO de Tokyo. Rien que ça, son terrain, ce sont les 1500 mètres où tout se joue entre la tête, les jambes et une fraction de seconde. On a partagé les bancs de l'école, mais quand je terminais le cross, il était déjà douché et prêt pour le prochain. Bienvenue Baptiste Michler. Merci. Je sais pas si tu as souvenir qu'on se soit croisés à l'époque, mais il me semble que du coup j'étais en 6e quand tu étais déjà en 4e, si je me trompe pas. Alors c'est vrai que à cette époque-là, peut-être je m'intéressais peut-être pas aux plus petits, mais peut-être aux plus grands. Donc, il courait trop vite. Voilà, c'est ça. Merci pour l'introduction. C'est sympa de me rappeler des souvenirs d'enfance. C'est toujours chouette. Bah, avec plaisir. Et donc maintenant, fini le chapitre des super-héros. On revient à ce qui respire, qui tremble et qui sue parfois aussi. Quelques faits avant de commencer. La VO2 humaine, Max, a plafonné depuis les années 90. Le record du marathon n'a été battu que grâce à une combinaison de technologies, de météo et de pacing millimétré. Le cerveau consomme 20% de notre énergie en étant 2% de notre masse. Et selon l'INSERM, la fatigue mentale peut diminuer la force musculaire de 15%. La limite est partout dans les muscles, dans le glucose, dans le système nerveux. Alors Baptiste, pour toi, c'est quoi vraiment une limite ? C'est quoi le moment où tu te dis là, j'ai plus rien en moi à donner, quoi ? Alors, pour un peu contextualiser par rapport à ma discipline, donc moi je fais du 1500 mètres, c'est une distance, on dit ça dans le jargon, la distance reine du demi-fond. Donc le demi-fond, ça va jusqu'au 800 mètres jusqu'au 3000 mètres steeple sur les distances olympiques, et au-dessus on dit que c'est du fond, donc du 5000, 10 000 et du marathon. Donc pour ma discipline, le 1500 mètres, c'est à peu près 3 minutes 30 d'effort. Lorsqu'on dit une limite, en fait, c'est régulièrement, lorsqu'on arrive dans la dernière ligne droite, on sent en fait vraiment les jambes qui tétanisent. Et pour aller dans un jargon un peu plus scientifique, en fait, le corps est rempli d'acidose, donc d'acide lactique, qui vient tétaniser les jambes et les muscles, et c'est ça qui nous fait en fait plus pouvoir avancer. Sur le discipline, ça soit le sprint, il y a un peu moins cet effet acide lactique. Par exemple, si je prends la distance reine, qui est le 100 mètres, là on est plus limité par des capacités purement explosives, purement musculaires. Donc les limites sont différentes en fonction du sport et en fonction de ce qu'on pratique. Donc moi, lorsque je sens que je suis vraiment à la limite, c'est surtout en compétition. On va repousser vraiment nos limites physiques, mais aussi mentales, parce que voilà, au très haut niveau, souvent la différence se fait pas forcément à l'entraînement, mais se fait sur le niveau d'entraînement, mais se fait aussi au niveau des capacités justement de repousser toujours plus loin la douleur et toujours plus loin cette capacité à se surpasser, et ça passe vraiment par le mental. Et donc voilà, certaines personnes sont pas forcément les plus forts physiquement je parle surtout sur des grands championnats, des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, et c'est souvent ceux qui aura le plus de tronche et qui arrivera justement ce jour-là à se surpasser au niveau mental. Donc la différence se fait aussi à ce niveau-là, quoi. Et justement, toi, comment tu te prépares pour des compétitions ? Alors, 80%, voire 90% du temps, c'est de l'entraînement physique, je vais pas me le cacher. Il faut courir, hein, parce que, comme on l'a dit en début d'émission, le corps est une magnifique machine à s'adapter à son environnement. Donc moi, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je cours. Je peux pas dire que demain vous faites 2 ans d'athlétisme, vous serez parmi les meilleurs français, voire au monde. C'est des années de pratique. Donc voilà, 90% du temps, c'est quand même de l'entraînement physique, et je vais dire 10% du temps, 10-15% du temps, c'est de l'entraînement qui passe notamment par l'entraînement mental. Et là, moi, j'ai expérimenté différentes choses au fil de ma carrière. J'ai commencé tout petit par faire la psychologie, voilà, avec un psychologue du sport. À un moment, je suis passé par de la préparation mentale, qui est un petit peu différente, parce qu'on est moins dans l'affect qui vraiment touche à la psychologie. Et ça se traduit comment, du coup ? Alors, la différence, je vais faire pour vraiment aller très très vite, hein. La psychologie sportive, on va aller travailler avec un psychologue, voilà, tout simplement,
qui lui va nous aiguiller avec nos relations avec nos proches, avec notre famille, retracer l'enfance. Vraiment comme avoir un psychologue, mais qui est orienté vraiment partie sportive pour vraiment faire le switch au niveau du sport. Un préparateur mental en France, c'est pas forcément des psychologues, c'est des personnes qui peuvent être formées à la préparation mentale avec un master, si je dis pas de bêtises, ou d'autres formations annexes. Donc n'importe qui peut être préparateur mental. Ce qui est un peu différent, on va pas toucher vraiment à notre enfance, à nos relations avec les proches. Là, c'est vraiment, on va entraîner le cerveau, quoi. Entraîner le cerveau à des situations très particulières, à des situations proches de la compétition, avec des techniques de visualisation par exemple, de la sophrologie et des choses comme ça. Et actuellement, moi j'ai reswitché sur la psychologie sportive parce que je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble mieux. Moi je suis vraiment quelqu'un d'assez sensible, d'assez émotif et qui a besoin d'être vraiment bien dans son entourage et avec ses proches. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là, alors que d'autres athlètes en ont absolument pas besoin. Moi j'en connais des triathlètes de très très haut niveau qui ont fait champion du monde. Ils travaillent avec aucun psychologue et aucun préparateur mental parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, mais ça dépend vraiment des athlètes. Et du coup, justement, Jean-Christophe, comment on fait, comment le cerveau plutôt fait pour nous protéger quand on reçoit des signaux d'alerte comme ça de notre corps? Alors les signaux d'alerte dans ce cas de figure, tu l'as très bien dit, hein, on va chercher ses limites et on va essayer d'apprendre à les dépasser. Et pour ça, on fait de l'entraînement. Et en compétition, on donne le maximum. Hein, quand on arrive à quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée, ça pique partout. Et il faut quand même encore y arriver. C'est ça. Et donc là, il y a la motivation. Il y a la motivation et encore la motivation, c'est clair. En gros, si je redécompose un tout petit peu les choses que tu as dites dans des termes un peu plus biologiques, il y a la tête. Dans la tête, il n'y a presque pas de muscles. Il y en a un tout petit peu dans le système vasculaire. Le reste, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a 80 milliards de neurones. Ces 80 milliards de neurones, ils vont piloter dans l'organisme des muscles. Et ils vont les piloter avec les mêmes outils pour tous les sportifs. Là où les choses vont être différentes, ça va être le type de sport. En gros, dans les muscles, il y a 3 types de fibres. Il y a des fibres lentes, il y a des fibres rapides et il y a des fibres ultra rapides. Leurs vitesses de contraction ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, on joue dans un registre qui va de l'ordre de 20 millisecondes à 120-140 millisecondes. 140 millisecondes, c'est des fibres lentes. Alors évidemment, c'est des fibres qui se contractent plus lentement que les autres, mais elles sont endurantes. Elles sont difficilement fatigables. Chez un coureur de 100 mètres, on va plutôt travailler les fibres ultra rapides. Ce qui fait que si vous prenez le muscle d'un coureur de 100 mètres et les tiens par exemple, on va te les laisser, rassure-toi, hein, et que vous en faites une coupe dans le sens où par exemple vous trancheriez une tranche de pain dans une baguette. J'espère que tu vas faire de beaux rêves ce soir. Vous n'aurez absolument pas les mêmes structures musculaires. Pourtant, le pilotage, il se fait avec le même système, le même ordinateur en quelque sorte, les mêmes neurones. Alors là-dedans, l'entraînement, il va faire quoi ? Il l'a dit, l'entraînement, il va déjà consister à travailler sur l'efficacité musculaire et sur, en ce qui concerne ton sport, l'endurance musculaire. Mais il va aussi consister à travailler sur le cerveau. Le cerveau, on ne peut pas beaucoup jouer sur la vitesse à laquelle l'information va circuler là-dedans. Hein. On est limité par les vitesses de transmission de l'information chimique au niveau des synapses. On est limité par la vitesse de transmission de l'information électrique sur les neurones. On va quand même jusqu'à 500 km/h sur certains neurones, ce qui est pas rien. Mais on ne va pas pouvoir gagner beaucoup de vitesse d'exécution, de vitesse de pilotage au niveau du cerveau. Alors sur quoi on va jouer ? On va jouer sur l'aspect émotionnel, tu l'as dit tout à l'heure, et sur la confiance en soi. Celle-là, on la travaille par le fait de se fixer des objectifs et d'atteindre ces objectifs, et ensuite d'en fixer de plus ambitieux, mais aussi par le fait d'être bien dans sa tête, hein, bien dans sa tête et bien dans son corps en quelque sorte, où on va accumuler un capital confiance.
Et un capital confiance, c'est ce qui va permettre de piloter l'organisme pendant la course. Quand on commence à sentir l'acide lactique, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie d'un sportif. On sait qu'on en a encore sous la pédale, parce que le cerveau, lui, va dire stop, il faut que tu t'arrêtes. Mais là où on a intérêt à accumuler du capital confiance et de la pratique, c'est qu'on sait que quand le cerveau est en train de dire stop, il faudrait que tu t'arrêtes, que ces messages, à la fois par la douleur, à la fois par le stress, finissent par arriver au niveau du cerveau. Pardon. Et bien là, le capital confiance va permettre de dire, ok, au niveau musculaire, ça continue, on peut encore y aller, on en a encore un tout petit peu sous la pédale, et on va arriver au bout. Mais alors qu'est-ce qui lâche en premier, le cerveau ou le corps finalement ? C'est dur à dire. Honnêtement, le cerveau, il peut aller très très loin. Le corps peut aussi aller très très loin. Honnêtement, j'ai pas vraiment la réponse de savoir vraiment des fois ce qui pêche, qu'est-ce qui se pêche pas. Dans une course pleinement réussie, souvent, moi je sais quand j'ai battu mon record, j'ai explosé mon record en 2021, donc j'ai couru en 3,32 le 1500 mètres. Si vous décomposez, ça fait un peu plus de 25 km/h. J'ai l'impression qu'à l'arrivée, c'est pas rien, hein. J'ai l'impression qu'à l'arrivée, j'avais aucune douleur, que je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu courir 500 mètres de plus comme ça. En fait, il y a eu une extase émotionnelle qui fait qu'on ne sentait plus la douleur. Et je me rappelle très bien, j'arrive dans la dernière ligne droite, là où l'acide lactique se sent au maximum. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver et que j'étais en train de voler, vraiment marcher sur l'eau. Donc il y a cette alchimie en fait entre corps et esprit qui vont se mettre ensemble. Après des courses un peu moins réussies où j'ai loupé, parce que forcément j'en ai eu des échecs dans ma carrière. Souvent on se dit là qu'est-ce qui a manqué, peut-être c'est au niveau de l'entraînement, j'ai pas fait assez de séances qualitative, j'ai peut-être pas assez travaillé mon endurance au cours de la saison, et après on se dit mais peut-être j'ai aussi lâché un petit peu trop tôt, donc ça des fois ça arrive aussi. Alors qu'est-ce qu'il lâche avant l'autre, souvent ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui s'est passé, mais en tout cas je peux dire que pour moi ma course au record ça a été au niveau des sensations la course la plus facile, parce que j'étais en extase totale et je sentais même plus la douleur, et c'est ça qui est fascinant dans le corps humain, c'est que on arrive vraiment à repousser notre seuil de douleur lorsqu'il y a des choses qui sont émotionnellement très très fortes, et c'est assez incroyable. Et je pense qu'il y a un autre spécialiste autour de la table qui pourra nous expliquer le phénomène, mais c'est quelque chose qui est assez phénoménal d'être vraiment dans ce flow, comme on appelle ça dans le milieu, quoi. Et tu savais avant de franchir la ligne d'arrivée que tu étais déjà en train de battre ton record? Tu l'as ressenti? Alors à notre niveau de compétition, on a un chronomètre qui est au bord de la piste tous les 100 mètres. Donc la piste d'athlétisme fait 400 mètres, et donc tous les 100 mètres, il y a un chronomètre, et vu on s'entraîne à travers le chrono en permanence, on connaît nos allures, nos temps de passage, et maintenant on a une nouvelle avancée technologique qui a arrivé sur les stades d'athlétisme à très haut niveau depuis 3-4 années. Ça s'appelle la Wave Light Technology. Vague de lumière, ça s'appelle, et en fait c'est des LED qui sont disposés autour de la liste, donc à l'intérieur de la piste, et qui vont faire en fait le tempo, et donc ils vont vraiment montrer si l'organisateur par exemple met un chronocyle à l'intérieur, on va voir au moment du départ les coureurs où ils s'en situent. Donc maintenant c'est un indicateur de performance qui est encore mieux que le chrono, parce qu'en fait c'est comme un lièvre virtuel, un pacer virtuel qui va être la présence sur la course. Donc oui, on sait lorsqu'on va être meilleur. Alors dans d'autres sports comme la natation, je pense qu'ils le sentent plus au niveau des sensations, parce que le chrono ils le savent pas parce qu'ils ont la tête dans l'eau, mais globalement lorsqu'on s'entraîne en permanence et à tout sport, on ressent lorsqu'on se sent bien et qu'on est sur des phases de record, quoi. Donc tu cours encore pour le plaisir quand même, mais c'est quoi les outils justement qui ont été mis en place au fur et à mesure de ta carrière, du coup, par rapport à quand tu as commencé, c'est quoi les outils techniques que tu as vu évoluer ? Alors ce qui a évolué au cours de ma carrière, alors déjà au tout début, j'en porte une au panier, déjà c'est une montre. Au tout début c'était un simple chronomètre standard qu'on trouvait dans le commerce. Ensuite, avec la démocratisation de la technologie de positionnement par satellite, donc le GPS, c'est une technologie américaine, mais les Russes ont aussi leur technologie.
par habile langage, on dit GPS. Avec ça, on a permis de tracer les entraînements, du coup, suivre les cours de vitesse, de vitesse ascensionnelle. Combiné à ça, on peut mettre un cardio-fréquence-mètre. Donc c'est pour mesurer la fréquence cardiaque au cours de l'effort. Plus récemment, on a eu depuis ces 5 dernières années des innovations en termes de chaussures, de technologie de chaussures. Moi, je me rappelle lorsque j'ai commencé à courir au début de ma carrière, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, parce que comme je l'ai dit, depuis l'âge de 5 ans, je courais. On n'avait pas les mêmes chaussures que maintenant. Maintenant, on a des chaussures à lame de carbone avec des mousses révolutionnaires qui nous font vraiment rebondir. Je ne vais pas dire que c'est quand même un avantage indéniable sur la compétition et sur l'entraînement. Et encore récemment, qu'est-ce qui a encore évolué ? Je vous parlais de la Wavelight en compétition. On voit de plus en plus maintenant des athlètes qui vont justement, je parlais de l'acide lactique, de mesurer pendant l'entraînement ce degré d'acide lactique avec des appareils qui permettent de tester ça. Alors c'est très simple, on va se prélever une petite goutte de sang au bout du doigt avec une petite piqûre et puis prélever avec un appareil portable, mettre une languette et prélever cette goutte de sang et ça va nous donner un indicateur d'acide lactique pendant l'entraînement. Grâce à ça, on va pouvoir monitorer l'entraînement. Par exemple, dire tu peux faire une série de plus, tu peux accélérer, tu peux ralentir. Là, tu as déjà dépassé le seuil d'entraînement. Et ça permet en fait de mieux calibrer l'entraînement sur le long terme. Et grâce à ça, en fait, on arrive à améliorer nos performances parce qu'on s'entraîne de manière plus intelligente. Voilà. Tout ça combiné, c'est pour ça qu'on observe quand même des améliorations de performance au fur et à mesure des années, quoi. Et Jean-Christophe, comment on fait concrètement pour optimiser son cerveau ? Alors, que ce soit au quotidien ou si on est un grand athlète comme Baptiste, par exemple. Ouais, alors on va prendre le cas du grand athlète. Et puis on verra peut-être si on peut transposer ça tout à l'heure au quotidien. Mais en ce qui concerne le grand athlète, moi j'ai retenu 3 mots de ce qu'il a dit tout à l'heure: plaisir, douleur, extase. C'est 3 mots qu'il a utilisés. Ça va être le nom de l'épisode. c'est 3 mots qu'il a utilisés pour qualifier ce qui s'est passé pendant le record qu'il a établi, le record de 1500 mètres qu'il a établi. Alors plaisir, oui, parce que si on n'éprouve pas de plaisir, on n'y retourne pas. Évidemment. Douleur, dans la mesure du possible, il ne faudrait pas qu'il y en ait. Or, le système nerveux est bien fait. Parce que il va sécréter, il va piloter la sécrétion d'un certain nombre de molécules, dont des molécules qui sont ce qu'on appelle des endorphines ou des encéphalines, qui vont agir sur un système de neurotransmission qui, c'est des opiacés. C'est de la famille, si on fait court, c'est de la famille de l'opium. Donc ça va jouer contre la douleur. C'est super bien fait. Et l'extase en même temps. Si ça bloque la douleur et si on est dans le domaine des opiacés, on va aussi aller dans la direction de l'extase. Le plaisir, lui, c'est plus le système de récompense dopaminergique. C'est quelque chose qu'on peut réguler pendant une performance sportive en s'imaginant réussir quelque chose de bien. Comme quand tu parlais de visualisation tout à l'heure, du coup. C'est ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui se passe de toute manière. Je pense que quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée de son 1500 mètres en ayant battu son record, 3 minutes 32 je crois, j'aurais voulu voir fonctionner son système de récompense. Ça devait être littéralement le barrage qui se rompait avec le tsunami de dopamine derrière. Bon, voilà. Alors après, dans la vie de tous les jours, c'est pas le même niveau d'intensité, mais on peut imaginer des mécanismes du même ordre lorsqu'il s'agit de booster le fonctionnement du cerveau et de l'organisme. Et d'ailleurs, quand on n'y arrive pas par entre guillemets la voie naturelle, on est très tenté, quand on est sportif, d'utiliser un petit coup de main par la voie pharmacologique. Je rappelle... Par exemple, le microdosing ou des choses comme ça ? Non, ça s'appelle du dopage. Tout simplement. Tout simplement. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore tellement longtemps, le dopage n'était pas du tout recherché dans le cadre des performances sportives. Et je ne prendrai qu'un exemple, le cyclisme. Ça carburait sec dans les années 60 à coups d'armagnac et d'amphétamine.
Et ça leur permettait de ne pas ressentir la douleur, ça leur permettait de ne pas ressentir, au cerveau de ne pas interpréter les signaux qui provenaient de l'ensemble du corps et qui disaient halte. Et puis on y allait jusqu'à la performance et jusqu'à se dépasser. Et certains se sont même tellement bien dépassés qu'ils sont morts. C'est des choses que tu observes, toi, l'usage de dopage et tout ça dans le milieu sportif? Alors oui, forcément, on a tous conscience. Après, moi, j'ai grandi vraiment d'une génération où le dopage, on disait il faut en parler, ça peut plus rester tabou et ça pouvait pas rester quelque chose de noir et que personne n'osait en parler. On en parle entre nous avec tous les garçons et toutes les filles de notre génération. Au niveau de la fédération, on a eu un bel accompagnement par là. En France, on a une agence qui s'appelle l'AFLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, qui fait très bien son boulot, qui est une des plus compétitives au monde et qui travaille vraiment main dans la main avec l'Agence mondiale antidopage. Et globalement, comment ça se passe? Un athlète de mon niveau, en fait, il est sur un groupe qui s'appelle le groupe cible. Donc c'est un groupe d'athlètes, donc tous sports confondus, qui sera suivi quotidiennement pour éventuellement faire un contrôle antidopage inopiné. Donc ça veut dire que tous les jours, je dois donner une plage horaire de 1 heure à laquelle je suis disponible avec une adresse où un contrôleur peut venir me contrôler de manière inopinée. Ça permet justement d'éviter les dérives au niveau du dopage. Après, je vais faire un autre aparté avec le dopage. Récemment, on a vu, suite aux Jeux Olympiques l'année dernière, que des milliardaires américains et australiens ont envie de faire joujou avec des athlètes en leur proposant leurs services de les doper pour voir jusqu'à où le corps humain peut aller. Alors, c'est extrêmement controversé dans notre monde, dans le monde actuel. Donc, ça s'appelle les Enhanced Games. Et voilà, des athlètes en fait veulent tenter l'expérience de dire ok, je vais me doper volontairement pour voir jusqu'à où je vais pouvoir aller. Alors là, on approche vraiment la limite de la limite parce que voilà, comme notre collègue nous l'a dit, c'est extrêmement dangereux de se doper, même s'il y a plein de spécialistes, des médecins autour de soi, on va quand même toucher à des substances qui peuvent être dangereuses, on ne sait pas comment les corps vont réagir. Donc voilà, c'est quelque chose de très controversé, et il y en a toujours qui cherchent des petits filous, ou d'autres personnes qui cherchent à se démarquer pour du business, pour montrer jusqu'à où le corps il peut aller, et c'est bien dommage malheureusement. Très rapidement, j'aimerais juste avoir votre réponse à vous deux. Est-ce que c'est la fatigue mentale ou la fatigue physique qui est la plus dangereuse pour l'organisme ? Vas-y, je peux question répondre, pour un champion. Je te laisse répondre d'abord. Alors, faut juste la refaire la question. D'après toi, ouais. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour toi, ta fatigue mentale Ouais. ou alors ta fatigue physique ? Moi, je veux dire la fatigue mentale, parce que il n'y a pas vraiment de signes avant-coureurs lorsqu'on va être dans des états un peu de burn-out, parce qu'il faut le dire aussi, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui souvent, après leur carrière ou même pendant leur carrière, tombent dans souvent des pseudo burn-out ou des vrais burn-out, des dépressions sévères. Souvent la fatigue mentale, elle se fait pas sentir, on n'arrive pas à l'anticiper. La fatigue physique, on a pas mal d'indicateurs pour la suivre, pour la monitorer. Souvent une bonne nuit de sommeil ou 2 nuits de sommeil, ça permet de récupérer physiquement, mais mentalement ça peut prendre plusieurs mois, voire malheureusement des années pour certains athlètes qui peuvent être en difficulté. On arrive déjà au terme de cette deuxième partie. C'est passé très vite. Ce soir, on a vu qu'on rêve d'être infini, mais on reste malgré tout humain. On aime la puissance, mais on vit avec la limite. La fiction accélère, le corps, lui, avance à sa vitesse. Et peut-être que le courage, c'est justement d'apprendre à vivre avec ses limites. Merci à nos invités, Stéphane Martinez, Jean-Christophe Cassel, Baptiste Michler. Merci Nicolas Rodier. De rien, Valentina. C'est le moment de proposer une petite recommandation culturelle ou de nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre. Pas dans la rue, bien sûr, mais... Alors, où est-ce qu'on peut me suivre ? Globalement, moi, je suis strasbourgeois. Je suis encore dans cette région depuis des années. J'ai grandi ici. J'espère que cette année, il va y avoir le meeting national de Strasbourg. L'année dernière, il n'a pas eu lieu, mais j'espère qu'il sera là. Donc voilà, si vous êtes présent au mois de juin, j'ai pas la date exacte, mais au mois de juin, il y a le grand meeting international de Strasbourg d'athlétisme. Et si ma forme le permet, si mon emploi du temps le permet, je serai disponible. Et sinon, je suis aussi assez actif sur les réseaux sociaux. On mettra les liens en ligne. Jean-Christophe ?
pour être relativement bref, moi je suis pas trop traçable et je fais tous les efforts possibles et imaginables pour ne pas le devenir. Mais vous reviendrez dans Sceptique. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis dans mes amphithéâtres, là mes étudiants peuvent me suivre. Je suis aussi au labo, engagé dans mes travaux de recherche, plus pour très longtemps parce que j'ai demandé ma retraite. Mais en gros, j'essaye de passer sous les radars dans la mesure du possible. Mais évidemment, je reviendrai si vous m'invitez. Et puis, bah oui, bien sûr. Et puis, on peut retrouver vos articles aussi en ligne, quelques-uns, j'imagine. Oui, et puis sinon, je fais aussi un tout petit peu dans la littérature. Je viens de sortir un bouquin de poésie il y a quelques mois. Qui porte le nom de l'aube, les ombres. Très bien, on mettra toutes les infos en ligne. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous et surtout d'avoir laissé vos certitudes au vestiaire. Si vous ressortez avec plus de questions que de réponses, c'est normal. Ce soir, on n'a pas eu le dernier mot. On se retrouve avec Nicolas Rodier le mois prochain, comme chaque premier jeudi du mois, même heure, même fréquence sur les ondes de Radio RBS 91.9 FM ou sur radio-rbs.com partout dans le monde de 20h à 21h. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, YouTube ou Spotify, sceptique.émission. Ça s'écrit SCEPTIQUE. N'oubliez pas de vous abonner et de nous encourager un petit peu. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Issam Matlouti et Une voix sur le pavé. Ce soir, c'est un épisode spécial Blaxploitation avec Marvin Gaye, Isaac Hayes, Bobby Womack et plein d'autres. Et nous, on se quitte sur un morceau qui parle de tension intérieure, de volonté de lutte avec soi-même. C'est peut-être un peu ça la limite humaine, une conversation permanente entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. On écoute Joey Badass et son morceau Temptation. Vous êtes toujours sur RBS, c'était Valentina Lequintrec et Sceptique, l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain.